toutes et à tous. Le débat est donc ouvert. Au menu de ce débat, l'analyse, la récente décision du procureur de la République de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Cotonou. Et je ne vous apprends rien. Si vous habitez Cotonou, vous y avez mis pied, que vous avez sillonné certains axes, à savoir l'axe devant la mosquée de Zongo ou l'axe Carrefour Legba, station Legba, jusqu'au marché d'Antopa, eh bien, vous aurez fait un constat principal, eh bien, des tas d'immondices qui jonchent et qui occupent les terre-pleins et les abords des différents as et autres carrefours que je me garde pour le moment de citer. Alors, l'autorité judiciaire a fait une récente sortie, et vous l'avez suivi sur nos antennes et sur les chaînes sœurs et dans les journaux de la place. Et puis, désormais, c'est interdit. Les différents commissaires sont informés et y veillent à chaque jet d'ordre du jet de quelques objets que ce soit. Maintenant, eh bien, le citoyen sera puni. Le citoyen sera puni. Et c'est justement à ce propos que nous consacrons ce débat à faire croiser à ce volet environnement. L'exercice, je l'ai dit, sera fait ce matin par deux jeunes environnementalistes coréens et Christian Nidekwe, il est Christian Hounongwe, pardon. De la Fondation Nidekwe, voilà. Merci pour le rectificatif, cher ami. Et vous êtes journaliste, environnementaliste. Merci pour la disponibilité d'ailleurs, puisqu'on vous a sollicité bien tard hier. Vous avez quand même répondu présent. Alors, je démarre justement par vous, Christian. Vous avez suivi la sortie de l'autorité judiciaire. Et la première question que je m'en vais vous poser, pourquoi maintenant ? Je pense que pourquoi maintenant, il n'est jamais trop tard de bien faire. J'estime que même si depuis des années, on assiste à de tels comportements dans notre pays, il faut un jour arrêter quand même ce désordre-là. Et donc, j'estime que cette décision du procureur est bien sûr la bienvenue. C'est tout à fait normal de décider aujourd'hui, pourquoi pas, de mettre un fin, de mettre, ne serait-ce que de dire, d'arrêter la saignée par rapport à cette... à ce désordre-là que nous avions l'habitude de constater dans la ville capitale économique de notre pays. Vous avez parlé seulement des acteurs qui sont, ne serait-ce que dans la zone de Zongo, mais je vous dis, quand vous allez au niveau du marché Bégamin, vous prenez l'as Bégamin qui va jusqu'à la déchetterie, l'endroit, la zone qu'on a construit pour faire le traitement des déchets à Bégamin, là, ce qui jonche la clôture du Kangezo. Vous prenez cet as-là jusqu'au champ de foire, vous allez constater que c'est un désordre et on ne peut pas être dans un pays où on parle du cadre de vie. C'est désormais ça quand même, quand vous prenez le ministère, on ne dit plus aujourd'hui le ministère de l'environnement, mais nous disons le ministère du cadre de vie, ne serait-ce que pour faire de ce combat-là un combat qui appelle tout le monde, parce que nous vivons dans un cadre. Ouais. Et donc les populations aujourd'hui doivent comprendre, ne serait-ce que à travers cette décision du procureur, qu'on ne doit plus continuer à jeter les ordures n'importe où ou à se comporter de vilaine manière avec notre cadre de vie. Corneille Haïssé, avec vous, je vais vous demander si ce n'est pas une sorte de démission des autorités locales. Si le procureur en vient à se saisir, enfin, à s'intéresser à un tel dossier, à un tel sujet, n'est-ce pas là une démission des autorités municipales? Je ne vais pas prendre ça forcément sous ce angle-là, parler de démission. Non, je crois que les autorités, à la base, les autorités municipales Cotonou font des efforts. Mais est-ce que ces efforts aujourd'hui suffisent? Est-ce qu'il ne faut pas revoir le système? En fait, c'est quoi le problème qui se pose réellement sur le terrain? Avant de parler de la réaction ou des injonctions du procureur. Le problème sur le terrain,
c'est plus complexe. Lorsque vous avez la malpropreté, l'insalubrité qu'on constate à Cotonou, il y a plusieurs raisons. Quand on attaque directement les populations par d'incivisme, moi je ne suis pas d'accord quand on attaque directement. Pourquoi? Parce que le système déjà d'évacuation des déchets, le système a beaucoup de ratés. C'est ça à ce niveau-là. Vous savez qu'à Cotonou, les statistiques parlent d'environ 800 à 1000 tonnes de déchets par jour. 800 à 1000 tonnes de déchets par jour. Et sur cette quantité, combien de déchets on arrive à sortir de la ville? Les structures de pré-collecte vous diront qu'elles sont autour de 200 ou de 300, si on exagère un peu. Sur environ 800 tonnes de déchets par jour, la ville n'en sort que 200. Les 600 tonnes qui restent là sont où? C'est ça qui explique l'insalubrité que vous avez. Et je vais plus loin. Quand vous prenez le système de pré-collecte des déchets, vous savez, il y a des structures. Aujourd'hui, Cotonou est cadré complètement par des ONG qui font ça. Aujourd'hui, on ne parle plus d'ONG, on parle de GIE, des groupements d'intérêt économique. Avec les réformes, avec le PUGMI qui a aidé ces structures à rendre beaucoup plus dynamique et efficace leur intervention. Donc, Cotonou est complètement cadré par ces structures, certes. Mais il y a des points de regroupement. Ces structures ramassent les déchets des ménages, les amènent à un point de regroupement. Et au niveau du point de regroupement, maintenant, d'autres structures interviennent et ramassent les déchets du point de regroupement vers les lieux d'enfouissement. On nous dit qu'il faut tout au moins, pour cadrer la ville complètement et débarrasser efficacement les déchets, qu'il faut 45 points de regroupement. Cotonou est à 10 points de regroupement. Et sur les 10 points de regroupement, vous avez 6 qui fonctionnent normalement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il y a manque de points de regroupement et ensuite, on ne sort pas tous les déchets. Vous comprenez? Et déjà, la conséquence, c'est net. Vous allez voir sur à quoi on assiste. Vous voyez, quand vous prenez le tronçon Bégamin, Bourse du Travail et autres là, vous savez, la dernière fois, quand on était sur le terrain, on est tombé quand même sur une image que nous avons eu à prendre. Et quand vous voyez, on a posé la plaque. Que vous devez nous proposer. Non, je crois quand même que Igor Routondi, avec la complexité, pourra peut-être nous rechercher l'image. On a une plaque de Benetassi. C'est posé où on fait la publicité pour Benetassi. Et vous voyez. Et derrière juste derrière cette plaque-là, en fait, c'est les déchets, c'est dedans. Vous voyez. Et dans ces conditions-là, vous pensez que quelqu'un pourra avoir le temps de consulter ce qu'il y a là-dessus? Parce que le milieu est un milieu malsain. C'est ça, justement. Et ça, c'est au niveau de grandes voies à Cotonou. Et c'est où tout le monde. Ça, c'est juste un cas. Donc, c'est ça les problèmes que la ville a aujourd'hui. Il faut revoir d'abord le système d'évacuation des déchets. Et ensuite, les propos du procureur. Le procureur est dans son rôle. Igor va nous proposer l'extrait tout à l'heure. Le procureur est dans son rôle. Mais je dis, est-ce que le procureur a besoin forcément de dire qu'il faut désormais arrêter, il faut désormais sévir? Les tests prévoient déjà ça. Les tests, mais la loi 4 sur l'environnement parle de ça, non? Oui. Vous ne pouvez pas vous lever et aller jeter des ordures n'importe comment sur la voie publique. Les forces publiques savent. Mais aujourd'hui, vous avez une police environnementale dans le pays. La police environnementale est où? C'est ça, justement. Donc, le procureur, dans son rôle, il va sortir pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais tant qu'on ne va pas respecter les tests, si on respecte les tests en vigueur, on va s'intéresser à la chaîne de gestion des déchets ménagers. Je pense que le procureur doit réagir. Parce que vous savez, quand il y a des tests, c'est des tests qui disent aux populations qu'on ne doit pas rester sur les grands artères pour vendre. Mais vous voyez comment les gens se ruaient sur les grands axes de la ville. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait. Vous n'allez plus voir les gens stationner, vendre à la sauvette comme on avait l'habitude de constater dans la ville. C'est-à-dire, il y a la loi. Mais il faut l'appliquer. Si on ne passe pas, peut-être que ça serait une action dissuasive et dans le temps, le procureur va reculer. Mais je dis, à l'heure où nous émettons, j'estime qu'il faut mettre la pression sur la population. Il faut commencer par là. Il faut commencer par dire qu'on ne fait pas ça. Si c'est dans le cahier, si c'est dans un test, les gens ne comprennent pas. Combien de tests dans notre pays, les gens arrivent à appliquer? On a dit dans ce pays que
un chef quartier ne doit plus signer de convention de vente de parcelles. Mais qu'on a dit, dis-toi que les gens continuent de le faire. Donc, c'est quand on commence pas à arrêter 2 ou 3 personnes, on commence pas à mettre la main sur les populations. On a dit dans ce pays qu'on ne vend pas de faux médicaments. Les gens vendaient. Mais maintenant, quand on a mis la main sur de gros morceaux, mais les gens ont reculé. Et donc, les populations doivent savoir que si vous faites ça, l'État a le droit, la société a le droit de vous punir. Vous tombez sur le coup de la loi et on doit vous sanctionner par rapport à ça. Je vais aller plus loin. Je pense qu'il ne faut pas rester seulement au niveau des populations. Si c'est qu'on est allé dans ce sens, je peux le soutenir. Mais il faut aller dans le sens de ceux qui courent pour dire je vais être chef quartier, je vais être chef d'arrondissement. Et après, quand ils sont chefs de quartier, ils ne s'occupent pas de la propriété de leur quartier. Ils ne s'occupent pas de la propriété de leur arrondissement. Je veux qu'on aille plus loin en attaquant, par exemple, les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement et même les maires. Vous souvenez, il y a un moment où le préfet Toboula et le procureur, l'ancien procureur de la République avait sommé certains responsables de la mairie de Cotonou de rapidement s'occuper de la ville. Et puis bon, ça fait 2 semaines, mais vous avez vu, moi je suis tout le temps en ville, mais ce que je vois, il faut commencer par dire non à cette façon de faire. Et le faire, c'est ne pas seulement interpeller la dame qui vend de la bouillie ou bien le pauvre qui vend au bord de la voie ou qui jette les ordures. Bon, tout le monde, on dit que c'est lui bio ou bien on l'arrête. Non, mais il faut interpeller les chefs de quartier, il faut interpeller les chefs d'arrondissement qui ont le pouvoir d'administrer, le pouvoir de gérer, ne serait-ce que la portion de la terre ou bien de la cité qu'on leur a confiée, la portion de notre cadre de vie qu'on leur a confiée. Voilà. Et c'est ce qui me faisait, Christian Rounombe, c'est ce qui me faisait affirmer tout à l'heure que les autorités locales ont démissionné. Oui, et Christian vient de le dire, mais il faudrait quelque peu les disculper aussi. Il y en a qui n'ont aucune connaissance des tests qui régissent leur fonction. Ils ne maîtrisent même pas le premier article des tests de la décentralisation. Donc, ils ont cette excuse, en quelque sorte, enfin, cette fausse excuse. Écoutez, des chefs quartiers qui ne peuvent pas remplir les certificats, les moindres documents pour lesquels ils sont... Ça veut dire que ceux-là n'ont aucune connaissance des tests. Donc ils ne sauront même pas exiger des citoyens des plans d'urbanisation. Les gens s'en foutent pas mal des plans d'urbanisation. Ils ne pensent pas même qu'il faut faire quelque chose. Même si les plans ne sont pas disponibles de façon technique comme ça, il faut quand même que les gens pensent au moins à la localité. Je suis d'accord avec toi, avec Christian, sur un plan donné. Je dis, ce n'est pas forcément... j'ai commencé par dire que le procureur est dans son rôle. Mais je dis, on n'a pas besoin forcément d'une sortie. On en a besoin qu'on ait. Non, attendez. On n'a pas besoin d'une sortie pour dire désormais il faut arrêter X et Y si on le voit chez les ordures. Non. Pourquoi c'est maintenant on dit désormais mais le mal va s'amplifier. Les tests, attendez, les tests disent que vous ne pouvez pas vous mettre à dire jeter des déchets n'importe comment. Mais pourtant on le fait. Pour moi là, il faut appliquer. Il faut commencer à appliquer. Ce n'est pas sorti pour dire, bon, voilà, désormais... C'est l'application. Mais il faut rappeler maintenant que la sanction c'est l'application qui pose problème. Posez-vous la question de savoir, mais pourquoi nous avons les tests et on ne les applique jamais? C'est ça, justement. Le problème est là. Le plan n'est pas dit prendre un vil individu qui a peut-être lancé un déchet quelque part. Non. Le plan, vous l'avez déjà évoqué. Vous avez des maires aujourd'hui, vous avez des chefs d'arrondissement, des élus qui ne maîtrisent même pas les tests. Alors que c'est leur premier rôle. En matière de territorialité, c'est leur premier rôle. La gestion des déchets, c'est leur premier rôle. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont... Alors, lorsque vous voyez des conseillers, des délégués de quartier qui vous disent non, il faut les laisser, c'est des potentiels électorats pour nous. Parce qu'on sait que, attention, si celui-là dépose des déchets là et on lui applique les tests ou on le dénonce, c'est que... On ne sera pas élu après. On ne sera pas élu. Et un chef, un conseiller me l'a dit comme ça, dans la figure. Dans le cadre d'un reportage, on a rencontré une autorité de la mairie de Cotonou qui dit, mais oui, c'est vrai, on peut les arrêter, on peut le faire si, mais aujourd'hui, là, la peine, là, c'est quoi en réalité? Les tests n'ont pas pourtant clarifié. Les peines, c'est quoi? Quand on va arrêter la personne, là, on va le faire quoi? Pour les arrêter 2 ou 3 jours, vous serez obligé de les lâcher. Donc, c'est des problèmes que le secteur a aujourd'hui. Et je vous dis d'abord, ce qu'il faut attaquer d'abord, c'est le système.
Si le gouvernement ou si les élus locaux jouaient proprement leur rôle, ça va décourager les citoyens. Prenez par exemple la loi sur les sachets plastiques. Prenez la loi sur les sachets plastiques. Aujourd'hui, vous allez voir des femmes dans les marchés qui elles vont vous dire non. Si tu utilises ça, on va m'arrêter. Moi, j'ai fait cette enquête, j'ai posé la question spontanément à une dame. Et elle me dit non, je n'utilise plus les sachets parce que quoi? On a dit maintenant qu'on ira en prison. Ça veut dire déjà que vous avez vu. Quand on a commencé, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette lutte aussi, ça ses problèmes et autres, mais quand on a commencé avec la sensibilisation qu'il faut, les populations spontanément ont commencé à changer de comportement. C'est ça d'abord. Est-ce que les 600 ou les 800 tonnes de déchets que nous n'arrivons pas à sortir par jour, c'est ça qui rend la ville propre. Et ensuite, il y a des structures qui, vous savez, dans le système là, il y a des structures qui spontanément ramassent les déchets. Il y a des structures qui sont chargées d'enlever les déchets des points de regroupement vers les lieux d'enfouissement qui ramassent spontanément les déchets qu'elles trouvent en ville, sur les tremplins, les carrefours et autres. Voilà. Maintenant, à un moment donné, cette structure a eu un problème. Pourquoi? Parce que les contrats de l'autre côté, bon, on ne les paye plus. Et elle a dû stopper ses activités à un moment donné. Et c'est ça qui a fait que vous avez vu les tremplins centraux à Cotonou et les carrefours jonchés de déchets. Maintenant, il y a aussi des structures irrégulières. Parmi les structures de pré-collecte, des structures irrégulières qui ne sont pas déclarées. C'est des brebis galeuses qui se retrouvent dedans et qui se chargent de collecter des déchets dans des maisons. C'est-à-dire c'est de façon officieuse. Et n'ayant pas de point de regroupement ou, comme on ne les reconnaît pas, ne pouvant pas accéder au point de regroupement officiel dans la ville, vont laisser les déchets au niveau des carrefours. Donc, je dis, il faut d'abord assainir ce secteur-là. Quand on va complètement assainir le secteur et qu'on va ramener les gens à l'ordre, et à partir de l'autorité communale, des élus et autres, on va leur faire comprendre les tests et autres, vous allez voir que spontanément la population va suivre. Et ceux qui sont réticents à pouvoir s'abonner aux structures de pré-collecte, quand on va les obliger, ils seront obligés, elles seront obligées, ces maisons, à pouvoir aussi entrer dans le mouvement. Et c'est en cela qu'on peut lutter efficacement contre le problème de l'insalubrité dans la ville de Cotonou. Qu'on est ici, Christian Roulombé, on va permettre aux amis aux auditeurs et téléspectateurs de suivre cette décision du procureur, cette sortie, un extrait des propos du procureur et nous allons revenir derrière pour poursuivre et nous intéresser maintenant à la chaîne de gestion des déchets ménagers. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, j'ai rencontré le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, avec qui j'ai partagé la préoccupation d'une meilleure salubrité de la ville. Effectivement, il y a des citoyens qui ont pris la très mauvaise habitude de venir déverser de nuit aux aurores leurs ordures sur les artères publiques. Alors que ces artères-là sont nettoyées très difficilement, sont entretenues très difficilement à coût de dizaines de millions par la municipalité de Cotonou. On ne peut pas continuer à laisser perdurer ce genre de comportement-là. Et donc j'ai instruit de façon très ferme le commissaire central de la ville de Cotonou et les commissaires d'arrondissement pour qu'une veille permanente soit mise en place et pour qu'on attende dès la semaine prochaine une répression sans merci de ces actes d'incivisme. Voilà, c'est annoncé. Dans les jours à venir, la répression sera enclenchée dans la ville de Cotonou contre tout citoyen, contre ces actes d'incivisme qui consistent à déverser, j'allais dire, des déchets sur les axes et dans les terrains centraux et autres. Alors, intéressons-nous maintenant, Christian Roulombé, à la chaîne de gestion. Vous savez, je ne sais pas comment ça se passe dans votre quartier, moi, dans mon quartier, c'est une ONG que je ne connais pas en tant que telle, voilà, qui passe de temps à autre, c'est pas tous les mois, mais qui passe de temps à autre, nous prendre 2000 francs par chambre. Alors, je ne sais quel principe, c'est un vieil abonnement entre le propriétaire et l'ONG. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Et voilà, il arrive parfois, même des semaines, plusieurs jours dans une semaine, que cette ONG ne passe pas ramasser les ordures. Alors, que dire de ces ONG et autres structures de gestion, de ramassage des ordures dans Cotonou? Voilà, et si on prend le cas de Cotonou, et le système de gestion est vraiment mal
est mal gérée aujourd'hui, tel que l'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis Koné. Et parce qu'un jour, nous, on a fait un travail sur le parcours des déchets des marchés secondaires de la ville de Cotonou. Et vous imaginez que la dame qui vend au marché Verdocor, il paie les collecteurs d'ordures par groupe de leur regroupement des femmes qui vendent dans le marché. Elle paye. Et puis cette ONG vient peut-être tous les 7 jours ramasser les ordures et va déposer les ordures dans les bas-fonds des Zézoumins ou de Zobo ou de Zobokwe. Non loin du sujet. Voilà. Et donc, celles qui ont pu constater que c'est ce parcours, ce circuit-là que les ordures suivent, ont refusé de faire l'abonnement. Parce que selon elles, on vient chercher les ordures chez elles et puis on va déposer encore dans leur localité. Parce que les dames qui vendent dans la zone de Verdocor ou les zones de Setorvi, et les zones dans le marché de Verdocor, quittent les zones de Setorvi et qu'on appelle les environs. Et c'est ces dames-là qui constatent que les ordures reviennent encore dans leur quartier. Et donc, elles ont décidé, certaines d'entre elles du moins, ont décidé de ne plus s'abonner, mais d'aller faire eux-mêmes, de ramasser les ordures et mettre ça dans des sachets, dans des sacs estampillés d'un côté là, pour, voilà, et pour aller déposer directement dans le bas-fond, derrière ce jet Verdocor. Si vous passez là, tout de suite, vous ne pouvez pas respirer. J'ai eu la chance de passer là hier soir, le temps de prendre. Enfin, chance ou malchance. Voilà, et donc la malchance, voilà, de passer là hier soir, mais je vous dis que c'est vraiment grave ce qui se passe. On ne peut pas prendre de l'argent, une ONG ne peut pas prendre de l'argent chez les bonnes dames, prendre les ordures et déposer à côté des bonnes dames, et les bonnes dames vont continuer à s'abonner. Ça, c'est un. Ceux qui vivent dans la zone du Agonticon, on prend les ordures dans la zone du Agonticon jusqu'à Étoile Rouge, mais les ordures se retrouvent où? Vers la zone ouest, c'est-à-dire vers la zone de Vaudier. Il y a une voie et quand vous venez Carrefour à Agonticon, vous prenez tout droit, vous tombez pour aller vers Vaudier, vous allez voir, il y a un bas-fond là. C'est là on dépose les ordures. C'est là on dit qu'on est en train de faire le tri. C'est là on dit qu'on est en train mais ça ne peut pas continuer ainsi. Il faut, tel que Koné l'a dit, je suis d'accord avec lui, il faut multiplier les points de regroupement des ordures. Il faut faire le tri, il faut apprendre aux populations à faire le tri des déchets pour faciliter ne serait-ce que le transport des déchets. Parce que chez nous, au Bénin, parce qu'il ne faut pas plus dire Cotonou seul, même à Abomey-Calavi, les points d'eau sont des réceptacles d'ordures. Quand on voit de l'eau quelque part, on se dit qu'il faut aller jeter les ordures là pour remblayer. Après, on va mettre du sable là-dessus. C'est ce à quoi nous assistons. On a fait, au cours de notre travail, on a rencontré un chef quartier, une dame, qui nous a dit, moi je suis ici depuis 40 ans. Mais vous imaginez, toutes les maisons là, que vous voyez devant vous là, c'est le bas-fond qui était là. C'est les ordures, c'est la voirie même qui nous a appris à faire ça. La voirie, c'est de quelle autorité? La voirie, c'est le service public. La voirie est du ressort du service public. Bien sûr. Pour tracer la voie qui a quitté Carrefour et Verdocor pour jusqu'à aller vers Zézoumins. Mais ne me dites pas que l'eau s'est asséchée et puis les gens sont venus habiter là. Non, c'est des ordures qu'on a versées là. Vous passez devant la clinique Monseigneur de Souza qui est dans la zone des Zézoumins. Personne ne pouvait passer là il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il y a des maisons qui ont été érigées, il y a la voie pavée qui passe par là. C'est la voirie même qui versait derrière les ordures dans les bas-fonds. Et donc, les pouvoirs publics doivent, ne serait-ce que travailler avec les chefs quartiers pour dire, ne serait-ce qu'une semaine, dans une semaine, et prendre une journée, rassembler les chefs de ménage, les entretenir sur comment ils doivent faire le tri des déchets. Il faut faire de ces réunions-là des réunions vraiment rigoureuses. Et les chefs de ménage qui ne vont pas participer ou bien qui ne vont pas envoyer les représentants participer à ces réunions-là
doivent être punis. Parce que nous sommes dans un registre de bénévoles. On ne doit pas nous donner de l'argent pour que nous nous occupions de notre cadre de vie. On ne doit pas nous donner de l'argent pour que nous ne nous rendons pas nous-mêmes malades. Parce que quand vous êtes dans une localité et la localité n'est pas bien à vivre, c'est d'abord la santé. Cette question de l'environnement seul que nous évoquons ce matin, c'est une question d'utilité publique. C'est une question de santé. C'est transversal. Vous voyez ce que je dis? C'est transversal. Très bien. Connais ici. Non, je crois que la gestion des déchets. Je constate malheureusement, et ce n'est pas seulement le cas de Cotonou, Christian l'a évoqué tout à l'heure, c'est les grandes villes au Bénin, c'est surtout ça, nous avons ces problèmes de gestion. Alors que le paradoxe, c'est qu'on crie dans le pays qu'il n'y a pas d'emploi. C'est un secteur qui peut absorber beaucoup. Vous savez, c'est vaste. C'est vaste. Nous avons eu cette chance-là, on a eu cette chance de sortir un peu du Bénin et on a posé justement la question à d'autres autorités. Vous savez, moi j'ai vu des communes ailleurs dont les budgets dépassent même le budget du Bénin en matière juste de ramassage de déchets. C'est vrai que c'est de grandes puissances, d'accord. Mais les gens n'ont pas hésité à mettre les moyens. Vous savez, j'ai vu une commune à Istanbul, le budget pour l'activité de pré-collecte de déchets, c'est dans l'ordre de 25 milliards lorsque vous faites la conversion. Ce n'est pas parce que c'est un pays développé ou c'est un pays qui a les moyens, non. Je le dis pourquoi? Parce que les gens n'hésitent pas. Les gens n'hésitent pas à mettre les moyens qu'il faut dedans. Dans nos communes là, combien les gens allouent à ces activités? C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, les jeunes crient, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, mais cette filière seule de déchets là, de collecte de déchets, transport et tout, ça peut absorber beaucoup de jeunes qui sortent de l'université et qui n'ont peut-être pas. C'est toujours un problème dans notre pays, ces filières, ces situations, il faut former des cadres dedans. Il y a des cadres qui sont sortis de l'université, qui sont des spécialistes d'assainissement. L'université en produit beaucoup. Les géographes, aménagistes et autres, là, on ne peut pas les utiliser pour régler ces problèmes-là. C'est ça, justement. Donc, nos problèmes, les problèmes que nous avons, les problèmes de développement que nous avons, est-ce qu'on ne peut pas convertir? Est-ce qu'on ne peut pas former nos cadres en fonction? C'est ça, justement. Donc, la filière est mal organisée. Le cas de Cotonou, par exemple, c'est les structures irrégulières et en complicité avec certaines autorités municipales. Vous savez, nous, on a rencontré des gens sur le terrain, des zones, on a inscrit, et puis on prend les déchets dans les ménages et on va les verser au niveau de l'ADI, par là, on va les verser dans le bas-fond. Et quoi, on comble le bas-fond et en complicité avec des autorités qui viennent même percevoir des tasses là dans ces milieux. On est en train de polluer une zone humide et avec la complicité de la première autorité en contact du territoire. Ça pose un problème. C'est vous dire quoi? Que la lutte contre l'insalubrité à Cotonou ne se résume pas seulement à dire arrêter un individu, traquer un individu, non. C'est déjà bien que l'autorité judiciaire a dit se lève. C'est déjà très bien de la part du procureur. Mais je dis, il y a des lobbies derrière. Et ces lobbies-là, c'est des questions politiques. Vous avez vu, il a fallu qu'on ait eu peut-être un préfet un peu bouillant et qui a dit à un moment donné, il faut arrêter un certain nombre de choses. Oui. Vous avez vu, il y a eu on a fait des déguerpissements. C'est pour ça que je prends l'autre sens, l'autre bien fondé de l'opération de déguerpissement. Quand on est un peu plus aéré aujourd'hui, on a eu à un moment donné un préfet vraiment, mais qui a compris qu'attention, sur les questions de développement parfois, il faut éviter de faire l'autre politique, la politique qui va arriérer le pays, et qui a dit attention, cette zone-là, il faut dégager les gens. Et qu'il faut être ferme. Il faut faire ci, attention, il faut faire ça. Je ne tiens pas un discours politique, mais je dis, à un moment donné, nos autorités doivent aller dans ce sens-là. C'est ça qui va sauver Cotonou et les autres communes du problème des déchets un peu partout que nous vivons. Sinon, on aura ça pose un autre problème, Christian l'a dit, lorsque vous n'êtes pas dans un environnement sain.
attendez-vous à des problèmes de santé. Des problèmes publics, de santé publique. Et c'est ça, justement. Lorsque des épidémies vont se déclencher dans Cotonou, mais c'est vrai que la nature nous protège, je ne sais pas pourquoi on a ce sens-là, mais c'est vite fait que ça se propage rapidement. Parce que, justement, les conditions sont favorables. La malpropriété qu'il faut pour pouvoir... c'est ça, justement. Donc, oui, mais tout ce que vous évoquez, cela tombe bien sous le sens. Mais est-ce que, l'autre question que je me pose, est-ce que les autorités à divers niveaux, les autorités locales comme au niveau central, se rendent compte, réalisent ces bombes que constituent ces zones? Quand je prends par exemple la zone derrière le CEG Vedoko, vous imaginez je ne le souhaite pas, une grande inondation dans cette zone. Vous imaginez les impacts sur la santé, les infections, la série de pathologies que l'on pourra noter s'il y a une grande inondation dans cette zone de Vedoko, qui déjà, sans inondation, sur 100 mètres, vous empêche de bien respirer. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et j'y ai pris part aussi je réalise très bien ce dont vous parlez. Est-ce que les autorités réalisent l'ampleur de cette nébuleuse, l'impact de cette bombe que nous entretenons tous, et citoyens et autorités? Voilà, j'ai évoqué une question sciemment tout à l'heure. Je suis en train de parler d'un service bénévole. Et on ne doit pas nous payer pour faire ce travail-là. Parce que c'est directement lié à nous-mêmes. Les autorités ne sont pas en train de comprendre la valeur de vraiment valoriser leur environnement, permettez-moi la tautologie. Et donc, j'estime qu'ils ne sont pas conscients de la chose. Parce que si vous êtes conscient, vous devez créer ne serait-ce qu'un cercle au niveau des chefs de ménage. Je ne dis pas les chefs de maison. Parce que vous dites, si vous parlez des chefs de maison, il y a plein qui ont déjà loué leur maison et qui ne vivent plus dans cette localité-là. Ils vont dire, allez appeler le propriétaire. Mais je parle des chefs de ménage. C'est des gens qui vivent dans la localité, qui ont loué dans cette localité où ont une maison dans cette localité. Et donc, c'est ceux-là qu'il faut organiser et il faut les amener à dire, vous voyez ce qu'il y a à côté de vous là, c'est une bombe qui peut s'éclater à tout moment. Et si ça s'éclate, vos enfants vont tomber malades, vous-même vous aurez des problèmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? S'il faut déloger des populations, il va falloir le faire. S'il faut, ne serait-ce que donner les moyens, mais le ministère du cadre de vie, il y a du matériel. Il y a du matériel, mais ce n'est pas nous-mêmes qui achetons. Il y a des gens, il y a des structures, des institutions internationales qui nous dotent du matériel. Et donc, il faut pour les chefs seulement de s'adresser au ministère du cadre de vie pour avoir ces matériels-là, pour organiser des séances de salubrité, quitte à ce que ces séances aboutissent vraiment au tri des déchets et à leur déversement à l'endroit où il faut le faire. C'est-à-dire vers les grands regroupements. Est-ce qu'aujourd'hui, là où on doit regrouper les ordures dans notre pays, qu'on a dit dans la ville, il y a quoi 10, qu'est-ce qui empêche à ce qu'on multiplie ces endroits de traitement des déchets collectés? Il faut répondre à ces questions-là. S'il faut passer à des points de regroupement des déchets, un par quartier, il faut le faire. Il faut le faire pour que désormais les gens puissent savoir si je ramasse mes ordures ou bien si on organise les campagnes de salubrité, voilà là où on doit déposer les ordures. Nos collègues d'autres médias ont fait des reportages au niveau de l'échange de Godomain. Les gens sont venus faire campagne de salubrité là. Des CA, nouvellement élus, sont allés même faire salubrité au niveau de l'échange de Godomain. Passez là tout de suite. Vous allez vous demander si un chef quartier pour là où les gens se trouvent là, s'il y a un chef pour cette zone-là, vous allez vous poser la question de savoir s'il y a un CA pour Godomain. Vous allez vous poser la question de savoir s'il y a un CA pour Godomain. Parce que il ne faut pas seulement dire il y a élection, on est élu, ou bien quelqu'un a dit à laisser la place, on prend la place sans travailler. Travailler, c'est d'organiser toutes les semaines. Vous faites bien de le dire.
Travailler, c'est faire de telle sorte que tous les week-ends, on puisse assister à des campagnes de salubrité dans chaque quartier, dans chaque localité. Et moi, j'ai toujours fustigé ces campagnes de salubrité saisonnières à haute portée médiatique où on voit parfois même des autorités presque en costume en train de faire des campagnes de salubrité parce qu'il y a 3 ou 4 caméras à côté. C'est du folklore, c'est de la belle comédie. C'est de la belle comédie. C'est de la comédie, on veut faire quelque chose pour intéresser la population. Voilà. C'est fini. Il n'y a que ceux qui peuvent y croire. Un mois après, les épouses et puis voilà. Tout est gâté. Juste pour montrer qu'il y a un CA là. Et pour nourrir quelque peu. Non, mais je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous quand vous le dites comme ça. Oui, pas non, pas vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la façon dont ça se fait qui fait que la chose est un peu dénaturée. Vous savez, c'est quand vous voyez une autorité qui est sur un terrain en train de balayer, c'est le comportement, c'est le geste en fait. C'est ça. C'est l'éducation et le message qu'on passe à travers cette activité. C'est ça qui est. L'éducation par l'exemple. C'est ça justement. Comme quoi, si je le fais, vous pouvez le faire aussi. On met aussi d'autres intérêts à la chose et on ne le fait pas bien. C'est ça justement. Et maintenant, vous avez posé la question de savoir est-ce que l'autorité n'est pas consciente de l'impact. Vous savez, il y a un Français qui est arrivé à Cotonou que j'ai rencontré pour autre chose. Mais la première des choses, sa première réaction quand je l'ai rencontré, c'est que vous êtes sur une bombe. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a vu des sachets partout. Quand il est rentré dans la vie, il a constaté une insalubrité pas possible. Comment se fait-il qu'il y a des sachets partout Il dit, mais c'est pas bon, il faut vivre sur une bombe. Et c'est ce que nous voyons. Et il y a ce qui est sur le sol. Le thème que Christian a sorti tout à l'heure, une bombe, quand ça va s'exploser, vous allez voir ce qui va se passer dans notre pays. Justement maintenant, l'autorité est consciente. Pourquoi je le dis? Quand vous rentrez, quand c'est peut-être le maire de Cotonou, un CA qui rentre, ou bien c'est un ministre qui rentre chez lui, là, est-ce qu'il peut accepter que sa maison-là ne soit pas balayée peut-être une journée? Non. Est-ce que l'autorité peut accepter de vivre avec les déchets une journée? Non. Si déjà à la maison chez nous avons les domestiques pas possibles, qui a dit, c'est la propriété, c'est à toutes les secondes, il faut nettoyer la maison. Ça veut dire qu'il faut faire également ça pour la ville. Et nous sommes investis. Nous avons cette mission de le faire. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons purement politiques à un moment donné. Et mis à part les raisons politiques, il y a qu'on veut profiter de la situation, de la misère de ce peuple-là. Vous savez, la situation d'insalubrité à Cotonou, ça fait manger des gens. Ah oui? Les gens mangent dedans. Il faut qu'il y ait toujours des déchets sur les tréplins dans les carrefours là, pour que certaines personnes mangent. Je ne parle pas des structures de pré-collecte, je ne parle pas des structures... Ah oui, quand c'est comme ça là, qui peuvent se nourrir des tas d'objets. Non, attendez, quand c'est comme ça là, qui sont ceux qui peuvent se quand nourrir c'est comme ça là, on va toujours avoir inondation. Et quand on va toujours avoir inondation à Cotonou là, il y aura aide structure, il faut mettre de l'argent dedans, il faut appeler la communauté internationale, il faut apporter des vivres aux gens. Et là, les gens mangent peut-être passer au cadre dans les ministères, nos cadres là, on est bon pour concevoir des politiques publiques sur les papiers. On fait des séminaires pour ça. On débloque les sous, on bouffe. Mais quand on va sur le terrain, c'est autre réalité. C'est ça le problème que nous avons. Donc ça fait manger des gens. Et tant que ça va continuer pas à faire manger des gens là, vous allez toujours voir qu'on aura ces problèmes là. Vous avez vu pourquoi la loi sur l'interdiction des sachets plastiques? Pourquoi plusieurs mandatures ont essayé et n'ont pas réussi? Et c'est parce qu'à un moment donné, il y a la volonté politique. Avec le régime actuel que nous avons eu la loi. Pourquoi? Parce que le commerce là, des sachets plastiques, c'est un grand, ça fait nourrir beaucoup. Et c'est des lobbies derrière. Mais ce gouvernement a su passer cela. Et c'est ça que nous voulons des autorités actuelles. Il faut que les autorités que nous avons, que ce soit au niveau de l'État central, mais également au niveau des communautés à la base là, il faut œuvrer pour la nation. Il faut faire la politique autrement. C'est ça justement ce qu'il nous faut. Lorsque nous avons la volonté politique de surpasser ce genre de choses, nous allons réussir l'histoire de, c'est quoi, déchets, il y a toujours problème, il y a sinon. Parce qu'on sait que telle autorité, ces populations vont voter pour nous dans les élections à venir. On préfère fermer les yeux sur des comportements malsains, on préfère fermer les yeux sur des choses et on vit dans cette pourriture. Il faut arrêter ça. Et il y a, n'oublions pas, la modernisation, le vaste projet de modernisation
on attend que le PAG Vous parliez de répare les choses dans l'asfaltage et puis aussi la gestion des déchets dans le Grand Nokoué, vaste projet du gouvernement. Nous attendons quand même voir comment ces projets seront développés pour que nos villes soient réellement des villes attractives et propres. Avant de mettre un terme à ce débat, intéressons-nous maintenant en quelques petites minutes à la problématique du recyclage. Où en sommes-nous au Bénin? Si vous prenez aujourd'hui... Où il nous faut attendre encore quelques années. Moi, 5, 10, 15 ans. Voilà, c'est pas, vous n'êtes pas un oiseau de mauvais augure en le disant. Parce que si on n'a pas un schéma sur le terrain qui nous montre, d'abord au niveau des tri, des déchets, ça pose un problème. Recyclage, les gens en parlent tout le temps. Il y a aujourd'hui des structures qui prennent les sachets, qui les transforment en d'autres, en des colliers, en des bracelets, en des chaussures et autres. Mais ça ne peut pas seulement s'arrêter à ce niveau-là. Parce que les déchets qui sont encore plus dangereux aujourd'hui, il y a les déchets électroniques. Nos postes téléviseurs qu'on est en train de changer maintenant pour avoir les écrans plus de la norme numérique, actuelle, numérique, on jette les cathodiques dans les bas-fonds. On est en train de les déposer où? Nos vitres qui se cassent dans la maison, on les dépose où? Dans nos ordures. Nos sacs en plastique, nos plastiques qu'on a utilisés, on les dépose où? Ça veut dire que ça ne doit pas rester seulement au niveau des ONG. Ça ne doit pas rester seulement un travail des ONG. Moi, j'ai une fondation qui travaille pour l'éco-citoyenneté, mais nous avons pris ce problème-là à bras le corps et nous avons notre manière d'accompagner. Mais il faut que, c'est ce que nous sommes en train de dire, il faut décentraliser ces réformes-là. Il faut amener... Est-ce que le service public ne gagnerait pas à accorder de prix au recyclage? Voilà, si nous accordons du prix au recyclage aujourd'hui, nous allons beaucoup y gagner. Parce que tout rentre dans notre pays. Tout rentre dans notre pays, mais nous n'avons pas la chance aujourd'hui de transformer systématiquement. Les batteries gâtées, il y a les colporteurs là qui passent pour dire batteries gâtées, au moins eux nous sauvent. Parce que quand ils viennent quand ils viennent chercher ils nous sauvent en partie. Les batteries gâtées là, ils les renvoient là où on les a amenées. Maintenant, encore qu'on n'a pas une idée de la suite. Voilà, parce que si la population ne sait pas si l'ordinateur qui est gâté et on a jeté dans la poubelle, l'ordinateur qui est gâté, on a jeté dans la lagune qui est à côté de soi, que ça peut encore générer des déchets et des microbes ou bien des produits toxiques qui vont revenir dans l'eau qu'on va boire. On va continuer à les jeter n'importe comment. Il faut qu'on nous dise aujourd'hui ce que vous avez utilisé comme appareil photo, appareil radio, téléviseur, tout ça là que vous avez fini d'utiliser, il faut les amener à un endroit fixe. Et quelqu'un là, il prend. Et c'est lui qui se charge de son recyclage. C'est des questions qu'on ne va pas laisser seulement au chef quartier, ni au chef quartier, ni au maire. Mais il faut qu'on nous dise, au niveau de l'État central, comment recycler aujourd'hui, par exemple, les déchets électroniques. Comment recycler aujourd'hui les déchets plastiques. Comment recycler les déchets qu'on appelle ménagers, les trucs biologiques. Voilà. Et donc, chaque déchet a sa façon de recyclage. On ne peut plus... Le recyclage ne saurait plus être un vain mot, quoi. D'accord. Quand on est ici, entre-temps, vous le recyclage, il a tout dit déjà, mais il faut aller au-delà du recyclage. C'est vrai qu'il a aussi évoqué. Il faut valoriser les déchets. Vous y avez consacré les déchets, des investigations entre-temps au campus, à l'université d'Abou-Bakar-Lavi et autres. Les déchets, c'est de l'or que nous y aurons. C'est ça, justement. Donc, il faut donner de la valeur, il faut les transformer, il faut valoriser ces déchets-là. Ça va nourrir beaucoup. Et c'est en cela qu'il y a même le vrai sens de recyclage. C'est-à-dire, Lavoisier a dit rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça, justement. C'est tout un cycle en réalité. Donc, il faut donner de la valeur à ces déchets-là. Et nous avons des structures pionnières au Bénin. À l'université, nous avons des laboratoires, nous avons des centres qui font cela. Et dans des communes aujourd'hui, il faut que les communes se rapprochent de ce que fait l'université et quelques particuliers qui le font. Vous savez, aujourd'hui, grâce à vos déchets, vous pouvez avoir du gaz, du biogaz, et alimenter votre maison en électricité et autres. Là, ça existe. Donc, si on a toutes ces possibilités, pourquoi on ne peut pas réfléchir et mettre les stratégies qu'il faut pour convertir ces déchets, savoir ce on doit recycler, transformer en tel, et au lieu de les laisser
source d'ennuis de santé et autres. Voilà. Maintenant, Christian a évoqué un autre aspect. Vous savez, les grandes puissances ont trouvé les moyens formidables pour évacuer certains de leurs déchets dans nos pays. Vous parlez de véhicules d'occasion, non? Vous parlez de véhicules d'occasion. Vous parlez de venue de... Je ne vais pas dire... De quelque part. De quelque part. Et on s'en sert à merveille. On s'en sert à merveille. Mais pourquoi là-bas, là, ce véhicule, quand des véhicules d'occasion, là, pourquoi à un moment donné on dit non, il y a un cimetière de véhicules, c'est-à-dire garage. Pourquoi? Parce qu'on sait que déjà à ce niveau, avec l'amortissement, le taux d'amortissement de ce véhicule-là, ça va nous créer des ennuis au plan environnemental et autres. Les cuillères, les fauteuils. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évacuer ça. Ils sont venus maintenant. Il faut évacuer. Les faire repasser sont achetés dans le on dit venu de. L'Afrique qui devient le dépotoir. On fait les fourchettes, on fait le gros là au volant et puis ça pollue notre environnement sérieusement. Et c'est comme ça, il y a beaucoup d'autres produits. Donc, tout ne doit plus entrer dans le pays. Oui, il faut arrêter ça. Qu'est-ce qu'il faut rentrer dans le pays? Quelque chose qu'on a utilisé pendant 20 ans, qui revient encore au Bénin. Les matelas gâtés là, ils sont en train de ramener ça encore. Encore que chez nous, en Afrique, là, quand on a un objet, c'est que c'est pour la vie. Quelqu'un qui prend un véhicule, c'est clair que c'est. Non, c'est que le petit-fils doit revenir. Les matelas là, qui ont quitté la France sont pleins là. Merci à vous, Christian Roulombe. Merci à Corneille Haïssé pour vos explications, pour ces bons moments d'échange sur la gestion des ordures dans la ville de Cotonou. Et cela devrait être une préoccupation capitale pour l'autorité centrale et les autorités aux différents niveaux, justement, les autorités municipales, communales et autres.